Et bonjour à tous, bonjour Thibaut. Bonne année à tous, c'est effectivement la première émission de la saison 3 de Parlons Crypto. Alors, on se retrouve sur le plateau de BFM Business pour l'émission Parlons Crypto, cette émission qui a pour vocation à vous expliquer en quoi les cryptos et la blockchain vont changer l'univers qui nous entoure. Comment vas-tu Thibaut ? Eh bien, écoute, ça va très bien. Meilleurs vœux à tous, en espérant que cette année 2023 soit plus conciliante que cette année 2022. Ça peut difficilement être vraiment pire. Alors, de quoi parlons-nous aujourd'hui Thibaut ? Eh bien, on va voir, parce que justement, aujourd'hui, on va parler de l'avenir de l'industrie du secteur, parce qu'il y a une partie de cet avenir, en tout cas sur le sol français, qui va se jouer à la fin du mois, le 24 janvier, où un amendement va être voté au sujet de l'agrément obligatoire. On va y revenir, et potentiellement des conséquences du coup sur le secteur français. Et donc, pour parler de ce sujet, on reçoit Mélodie Ambroise, qui est la directrice de la stratégie au sein de l'ADAN, l'association du développement des actifs numériques en France, qu'on avait déjà reçu par l'intermédiaire de Faustine, je ne sais pas si tu te souviens, dans une précédente émission. Mélodie, merci d'être avec nous. Bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Enchanté Mélodie. Alors, on a une question d'usage chez nous. C'est comment est-ce que tu es arrivé là ? Comment est-ce que tu es arrivé dans l'univers des blockchains et de la crypto ? C'est quoi ton parcours ? Alors, je suis arrivée dans les technologies blockchain et la crypto un peu par hasard en réalité. Je travaillais à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, avant la loi Pacte qui a introduit le régime dont on va parler aujourd'hui sans doute, on a dû élaborer un rapport permettant aux autres parlementaires de mieux connaître le secteur des cryptos. Et donc, j'avais contribué à ce rapport et participé à une série d'auditions avec les acteurs du secteur, les entreprises du secteur dont certaines exercent encore. Et donc, c'est par ce biais que j'ai connu ces technologies. Très bien. On a parlé, j'ai décrit l'ADAN, Association du développement des actifs numériques. Peut-être ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément à jour sur ce que c'est, de revenir sur l'ADAN, ses rôles, ses missions et globalement la place précieuse que vous occupez dans cette industrie. Oui, et alors l'ADAN, c'est une association qui a été créée en 2020 par 11 membres fondateurs. Elle représente aujourd'hui un peu plus de 200 membres, donc c'est une belle évolution en 3 ans. Des membres du secteur des cryptoactifs au sens large, donc des pure players, mais aussi des cabinets de conseil, d'avocats qui travaillent autour de ces sujets, et aussi des acteurs, même y compris du CAC 40, qui s'intéressent à ces technologies pour leur propre business. Et notre rôle, c'est de les fédérer, évidemment, de trouver des points d'entente, de convergence et de les représenter en faisant de la pédagogie auprès du public institutionnel, pouvoir public, autorité politique, autour des technologies crypto qui sont malheureusement encore trop souvent mal comprises, mais c'est normal, le sujet est complexe. Et donc, c'est notre rôle de mieux l'expliquer et de contribuer notamment à la réglementation pour qu'elle soit la plus adaptée possible aux réalités du terrain. Alors, si j'ai bien compris, le 24 janvier, sujet extrêmement important pour vous deux, mais pour des raisons un peu différentes. Mais j'ai cru comprendre que toi aussi, Thibaut, tu étais directement concerné au travers de Meria par ce vote du 24 janvier. Quel est l'enjeu exactement ? Oui, alors ce qui va se passer le 24 janvier, donc le vote va concerner plusieurs acteurs, une grande partie, qui traitent en fait sur des services financiers et qui sont actuellement enregistrés sur ce qu'on appelle le statut PSAN, prestataire de services sous actifs numériques. On va le redévelopper. Prestataire de services sous actifs numériques. Sur les actifs numériques, ouais. On va y revenir, on va redévelopper. Et globalement, pour faire très simple, cet amendement prévoit de passer à l'agrément. Donc, il y a l'enregistrement et l'agrément qui sont deux niveaux différents. L'agrément étant... D'abord, je m'enregistre. Ensuite, je peux éventuellement avoir un agrément. C'est ça, exactement. Donc, aujourd'hui, vous êtes tous enregistrés. Aujourd'hui, tu as une cinquantaine d'entreprises qui sont enregistrées en tant que PSAN en France. Tu n'en as aucune qui est agréée. Parce que et on comprendra tout à l'heure pourquoi. On va expliquer pourquoi. Et donc, voilà. Donc, enjeu pour moi, par rapport à la société Meria, en tant que société enregistrée en tant que PSAN, ça nous concerne effectivement directement.
Et alors, c'est quoi je sais pas, l'un ou l'autre peut nous expliquer qu'est-ce que c'est que l'historique de cette réglementation? D'abord, pourquoi est-ce qu'il faut une réglementation? À quoi ça sert une réglementation? Quel est son historique? Comment est-ce qu'elle elle s'est développée? Et à quelle problématique est-ce qu'on fait face aujourd'hui? Oui, bah, alors elle a été, créée, je vous l'expliquais tout à l'heure, via mon parcours, personnel. Ça fait déjà des années, que les institutions réfléchissent, à ce que sont les cryptoactifs, comment les encadrer, qu'est-ce qui, sont des activités, en fait, qui existaient déjà par ailleurs et qu'on peut rapprocher de réglementations existantes et là où ce n'est pas le cas, avec, bon, ben, pour les pouvoirs publics, toujours en ligne de mire, normalement, la protection des investisseurs d'une part et le développement économique d'autre En part. fait, le but ultime de la réglementation, c'est évidemment de protéger l'investisseur. Tout à fait. Hem, le choix avait été fait, qui était un choix, politique qui avait été salué, plutôt par le secteur, à l'époque en 2018, au moment des débats, était celui, d'une réglementation positive, avec une partie optionnelle. C'est-à-dire avoir un socle de base sécurisant, qui permettait, notamment d'étudier, les grands principes de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, d'éviter, quand même ces risques-là, qui sont importants à éviter évidemment. Mais pour ne pas freiner, l'innovation, dans un secteur qui était très jeune et qui l'est toujours d'ailleurs, et naissant, d'avoir un socle un peu plus important, qui serait optionnel et pour les entreprises, qui souhaiteraient, se montrer, enfin qui auraient les capacités, financières de le montrer et qui souhaiteraient se montrer, plus vertueuses, avoir un agrément, mais qui lui était optionnel. Donc c'est ce qui était en place, ce qui est en vigueur depuis, 2019, en France et la France avait été, le premier pays, au monde à avoir une réglementation si complète, sur les cryptoactifs. Donc désormais, alors je ne sais pas si j'en parle maintenant ou si vous souhaitez qu'on y revienne un peu plus tard, mais cette réglementation, enfin cette loi qui a été introduite, ces pactes, c'est le régime PSAN, a inspiré grandement en fait la réglementation européenne avec MiCA, Markets in Crypto Assets, qui devrait entrer en vigueur d'ici peu. C'était d'ailleurs un des postulats et une des stratégies qui avait été mise en place à l'époque. C'était de mettre en place un cadre PSAN qui soit complet, quitte à être un petit peu plus strict que le reste des territoires, mais pour prévalider en fait certaines notions et que la réglementation européenne soit finalement en partie inspirée de la réglementation française et donne en fait un avantage concurrentiel aux acteurs français. Ce qui, dans l'ensemble, jusqu'à aujourd'hui, c'était plutôt bien déroulé pour nous acteurs. Et alors, j'ai une dernière question en ce qui concerne le passé, c'est qui sont les acteurs? Quelle est la typologie des acteurs qui ont besoin d'avoir cet enregistrement PSAN? C'est ceux qui font quoi sur la blockchain? Aujourd'hui, le PSAN, donc c'est prestataire de services sur les actifs numériques, c'est tout acteur qui va avoir vocation à proposer des services autour des actifs numériques, des cryptoactifs, qui vont être plus ou moins liés à de l'investissement, donc de la conservation de fonds, de l'échange crypto-euro. Donc, tous ces sujets-là nécessitent aujourd'hui, pour exercer auprès d'utilisateurs français, en théorie, un enregistrement PSAN déjà pourrait exister et plus tard un agrément. Bon, donc ça, on est tous d'accord pour dire que ça, c'est sain, c'est vertueux, c'est une bonne pierre qui a été portée à l'édifice. Et aujourd'hui, l'enjeu n'est pas de remettre en question ce statut ou cette nécessité de s'enregistrer pour le PSAN. Alors, en partie, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de le remettre en cause, mais cet amendement supprime en fait ce premier étage On va y venir. pour passer directement à l'étage supérieur. Alors, on va y venir. Donc, c'est quoi du coup l'enjeu de cet amendement du 24 janvier et ce changement qui nécessite de passer d'un enregistrement à un agrément, si j'ai bien compris? Vas-y. Oui. Alors, en réalité, il y a un sénateur qui, après des auditions auprès des autorités, a déposé un amendement au Sénat qui a été adopté contre l'avis du gouvernement au Sénat, qui vise à ce que
à partir du 1er octobre 2023, il ne soit plus possible de s'enregistrer en France et que les sociétés qui souhaitent désormais exercer doivent solliciter automatiquement l'agrément PACT, pas l'agrément MICA à ce stade. Il va falloir nous expliquer à un moment la différence entre ces deux agréments, PACT et MICA. Alors, MICA, il y a quelques... sont des subtilités. MICA s'inspire très largement, c'est assez proche de l'agrément PACT. Simplement, c'est en cours de finalisation, si vous voulez. Il y a des textes de niveau 2 qui sont en cours de validation au niveau européen. Donc, en réalité, l'agrément finalisé, on ne sait pas exactement, on a les grandes lignes, mais on a encore besoin de temps pour savoir de quoi il va s'agir. D'accord. Et la petite différence, c'est du coup, PSAN concerne les acteurs français, le territoire français, là où MICA est une réglementation européenne, d'harmonie européenne. Et en quoi est-ce que c'est problématique ou au contraire souhaitable d'avoir une harmonisation européenne ? Et après, il va falloir bien nous le préciser, en quoi est-ce que ce changement de statut de l'agrément à l'enregistrement ou de l'enregistrement à l'agrément pose aujourd'hui une problématique aux acteurs du système ? Alors, l'harmonisation au niveau européen ne pose pas du tout de problème et n'est aucunement remis en cause. Ce qu'il faut comprendre, c'est que personne ne remet en cause aujourd'hui le fait qu'il faut effectivement plus de rigueur, plus de structuration. Et d'ailleurs, tous les acteurs sérieux du secteur et de la place travaillent dans ce sens-là. Aujourd'hui, nous, en tant qu'acteurs enregistrés, en tant que PSAN, l'enregistrement n'a jamais été une finalité en soi. L'enregistrement, c'est une étape avant l'étape suivante qui est l'agrément. Donc, de toute manière, on tend vers là et il y a déjà un calendrier qui est posé avec MICA qui nous amène jusqu'en 2025 à peu près pour tendre dans cette direction. Et tous les acteurs travaillent dans cette direction. Donc ça, personne ne le remet en cause. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les récents événements, et notamment l'affaire FTX, a amené un petit peu d'incompréhension, de précipitation et sous effet de dire on doit prendre des décisions, on doit être un petit peu plus ferme, eh bien on a posé un petit peu rapidement cet amendement qui est sur fond fondé sur de bonnes bases. C'est-à-dire que les politiques qui ont mis en place cet amendement, leur recul et leur objectif, c'est d'amener plus de structuration et plus de protection pour les utilisateurs, ce qui est fondamentalement une bonne chose et ce qui est nécessaire. Mais la façon dont il est amené pourra potentiellement avoir l'effet inverse. Et c'est ça aujourd'hui que nous, on essaye de défendre et d'expliquer avec beaucoup de pédagogie. Alors, Mélodie, est-ce que tu peux nous expliquer justement comment est-ce que cet amendement est amené et en quoi est-ce qu'il pose problème aux différents acteurs de l'écosystème ? Alors, en soi, ça pose problème pour plusieurs raisons. On a dit tout à l'heure qu'il y avait une soixantaine d'entreprises enregistrées en France auprès de l'AMF. À ce stade, il n'y a aucune entreprise qui a obtenu l'agrément et il y a une raison à cela. C'est qu'il n'est pas possible de l'obtenir parce qu'il y a des vrais freins. Nous, les entreprises, nos membres, nous remontent régulièrement des difficultés, notamment pour obtenir une assurance responsabilité civile professionnelle, qui est en fait un des éléments demandés pour obtenir l'agrément. Donc, si demain, on demande aux entreprises pour avoir le droit d'exercer en France d'avoir un agrément, ça voudrait dire qu'elles doivent avoir cette assurance. Or, aujourd'hui, elles ne peuvent pas l'obtenir. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que malheureusement, si plutôt en plus que leurs concurrents européens et a fortiori au niveau mondial, elles doivent respecter l'agrément, ça veut dire simplement interdire les entreprises françaises crypto, PSAN, d'exister. Parce qu'elles n'auront pas l'autorisation d'exister sans cette assurance, sans cet agrément. Oui, en fait, ce que vous êtes l'un et l'autre en train de nous expliquer, c'est qu'à courir trop vite après la réglementation, on va finir par se mettre de telles barrières industrielles en termes de développement de l'écosystème que, une fois de plus, à vouloir être trop vertueux, on va finir par casser notre jouet et forcer nos industries à quoi ? Quitter le territoire français une fois de plus ? En fait, tu as deux sujets. Tu as à la fois potentiellement quitter le territoire pour
se donner le droit de continuer d'exister. Et il y a l'autre vertu qui est de dire, en fait, pendant ce temps-là, là où on va freiner et interdire en fait les entreprises françaises d'exister, les entreprises internationales vont continuer leur développement. Et forcer de constater que les utilisateurs vont continuer d'utiliser des services crypto. Et donc, ils ne pourront pas le faire auprès des plateformes françaises qui ne pourront plus exister. Donc, ils vont devoir le faire auprès des entreprises internationales qui ne respecteront pas forcément ces bonnes pratiques. Et donc, on met encore plus finalement en danger, en tout cas potentiellement plus en danger, les utilisateurs qui seront un petit peu livrés à eux-mêmes et forcés d'utiliser des plateformes qui ne sont pas soumises à ces règles-là. Oui, parce qu'à la différence des systèmes bancaires actuels ou du système bancaire régulé, les cryptos n'ont pas de frontières. Donc, autant c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi d'aller ouvrir des comptes bancaires à l'étranger, des comptes bancaires classiques à l'étranger, autant aller travailler sur des exchanges qui ne sont pas régulés, donc dangereux, on en a eu l'exemple encore récemment, et probablement, à vouloir courir trop vite, extrêmement contre-productif. C'est ça, tout à fait. Et du coup, pour revenir sur l'affaire FTX, qui est un des éléments qui a été un catalyseur dans ces prises de décision, et l'illustration en fait de ça, parce qu'aujourd'hui, FTX, c'est une société qui était immatriculée en partie aux Bahamas, sur laquelle, du coup, on n'a pas la main mise, mais pourtant, les utilisateurs français peuvent utiliser cette plateforme. Et en fait, en votant cet amendement, on pourrait potentiellement reproduire le schéma et forcer même des utilisateurs à se retrouver dans ce schéma-là. Donc c'est là où c'est un peu problématique. Et tu évoquais, Mélodie, le fait que pour avoir cet agrément, il faut une assurance RC. Alors ça suscite chez moi deux questions. La première, c'est est-ce qu'on ne peut pas contraindre des assureurs à délivrer des assurances RC? Et le deuxième, c'est est-ce qu'il y a beaucoup de freins comme celui-ci qui nous empêchent d'avoir un agrément pour être PSAN agréé? Alors, il y en a quelques-uns, effectivement. L'ADAN effectue actuellement un travail de recensement de toutes les difficultés qui empêchent les PSAN qui le souhaiteraient d'obtenir l'agrément. Mais par exemple, la cybersécurité et les obligations qu'il y a à cet égard sont aussi suffisamment élevées pour empêcher l'obtention de l'agrément. Et oui, il va falloir en passer parce que de toute façon, MiCA, qu'on le veuille ou non, que ce soit en 2023, 2024, 2025, à un moment, malgré tout, il va falloir l'obtenir cet agrément. Donc, il faut accompagner les entreprises et les aider à obtenir cet agrément, les aider à entrer dans la réglementation qui est en soi souhaitable pour tout le monde. Donc, effectivement, il va falloir réfléchir à des solutions type droit à l'assurance lorsque l'entreprise respecte un certain nombre de critères de sécurité. Pourquoi elle n'aurait pas accès à une assurance RC comme toute autre entreprise, par exemple? Je souhaiterais peut-être revenir sur le point de tout à l'heure. Il y a une autre difficulté que l'on perçoit, c'est que les investisseurs français, malheureusement, même si pour eux, la réglementation, c'est un point de confiance, ils ne connaissent pas le régime PSAN, que ce soit l'enregistrement ou l'agrément. L'ADAN avait, en partenariat avec KPMG et Ipsos en février 2022, mené une enquête et sur les personnes qui souhaitaient investir dans les cryptoactifs, seulement 9% connaissaient l'existence du statut, et je ne suis même pas sûr qu'ils en connaissaient le contenu. Exactement, et en fait, ce n'est pas comme ça qu'ils choisissent sur quelle plateforme ils vont investir. Malheureusement, on peut le regretter, mais personne ne va sur le site de l'AMF consulter quelles sont les plateformes conformes ou non conformes. Donc, il faut réfléchir à d'autres mécanismes qui sont de l'ordre de l'information, d'une meilleure communication, de mettre en avant les acteurs qui sont vertueux. Effectivement, le risque qu'on voit, c'est à pénaliser en réalité les acteurs qui le sont. On met en fait en avant ceux qui ne le sont pas, ceux qui se seraient simplement enregistrés dans le pays voisin pour éviter de respecter les règles de l'agrément, etc., etc. Et est-ce qu'au travers de cette discussion, on joue à se faire peur, ou est-ce que cet amendement, il a une vraie probabilité de passer? Est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'on manque de recul au point de valider une bêtise pareille? Aujourd'hui, c'est un petit peu ça. En tout cas, nous, en tant qu'acteurs, qui nous fait peur, c'est que
pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, et Owen en parlait sur ce plateau, sur BFM, sur le Pro des cryptos, et il l'avait bien formulé, c'est tellement complexe, c'est tellement technique, et sur un fond qui est en réalité un bon fond, euh, les députés qui vont être amenés à voter peuvent, de manière légitime, penser que voter pour cet amendement, c'est voter pour plus de structuration dans l'écosystème, c'est voter pour plus de protection des utilisateurs, et donc ne verrait pas forcément d'objection à s'y opposer. Alors qu'en fait, ça pourrait avoir l'air. Mais si on ne fait pas ce travail de pédagogie et s'ils ne prennent pas le temps de se renseigner sur ça, bah, ils n'arriveront pas à voir un petit peu ce qui s'y cache réellement derrière, et tout ce recul et toute cette discussion en fait, qu'on vient d'énoncer. J'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Si ce n'est pas le bon chemin pour y arriver à cet enregistrement, est-ce que vos voix sont assorties de demandes, de préconisations pour le gouvernement? Ce serait quoi le bon chemin pour arriver, en termes d'étapes et de durée, pour arriver à un agrément sain qu'on puisse mettre en place en France sans se tirer une magnifique balle dans le pied? Bah, on a commencé à l'évoquer tout doucement avec vous. Nous, on porte une proposition alternative qui nous semble remplir les objectifs fixés, c'est-à-dire avoir une meilleure protection des investisseurs sans pénaliser l'industrie des cryptoactifs et son développement en France et en Europe. Ce serait, par exemple, d'élargir les obligations de communication claires qui sont appliquées aux prestataires sur investissement, aux PSI, aux PSAN, aux prestataires de services sur actifs numériques. Il nous semble que c'est une proposition suffisamment mesurée pour remplir tous les objectifs que l'on souhaite atteindre. Et je peux te demander quels sont les éléments constitutifs d'un agrément PSI par différence à ceux d'un PSAN? Alors, quoi c'est un petit peu plus simple? C'est pas un agrément, en fait, c'est vraiment... alors, j'ai plus le terme en tête, là, je ne sais pas pourquoi j'ai un trou. Ce sont des obligations de communication, d'information, en fait, auprès des investisseurs qui viennent sur les plateformes, qui sont claires et non trompeuses. Voilà, j'ai retrouvé. Et donc, en fait, ça peut être précisé par décret ou par le règlement de l'AMF, les informations qui doivent être communiquées aux clients, mais au moins ça permet aux investisseurs. Je fais un prospectus, en fait, que j'ai l'obligation d'aller donner à un investisseur, au travers duquel je lui explique les risques qu'il prend en faisant ce type d'investissement. Exactement. Et je considère dans le statut PSI que la remise de ce prospectus, assorti évidemment d'un certain nombre d'explications, est nécessaire en termes d'information et d'avertissement pour l'investisseur, c'est ça? C'est ça, il s'agit en fait simplement que l'investisseur qui viendrait vers le prestataire puisse réellement évaluer le risque qu'il met à investir dans un produit et qu'il soit en pleine conscience de cela. Et c'est, il me semble, ce que l'on souhaite. Chacun, s'il est bien informé, est libre de décider le risque qu'il souhaite entreprendre sur son propre... Et il y a une vertu à ce chemin-là, qui est aussi de dire, bah, en fait, dans cette direction, c'est aussi quelque chose qui est facilement vérifiable, qui est facilement auditable par le régulateur. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi une difficulté, c'est que malheureusement, le régulateur se retrouve en manque d'effectifs considérable pour accompagner les demandes d'enregistrement seulement qui sont en cours, ensuite faire les audits. Et si demain on tend vers un agrément qui est obligatoire, ils n'ont pas les ressources pour traiter tout. Donc on va aussi pénaliser des acteurs en allongeant les délais, et peut-être certains acteurs qui auront de quoi être dans les clous vont se retrouver à pas pouvoir exercer pendant un temps parce que simplement il n'y a pas les ressources derrière pour les amener. Là, cette disposition avec un prospectus, avec des exigences supplémentaires sur la communication, c'est quelque chose qu'on peut facilement vérifier, facilement auditer et facilement
remettre sur la table finalement. Donc, c'est des choses qui, à mon avis, vont dans la bonne direction et sont des bonnes pratiques qui, en plus de ça, sont déjà dans la tête et parfois même mis en place par de nombreux acteurs. Donc, ça permet aussi de mettre tout le monde sur un pied d'égalité. Et, oui, en fait, ce que vous décrivez, c'est des pratiques qu'on trouve tous les jours dans la finance traditionnelle, finalement. Tout à fait. Quel que soit le support d'investissement que l'on choisisse, on a finalement à notre disposition un prospectus ou un contrat, mais en général, un prospectus, ça suffit, qui effectivement nous avertit des risques qu'on est susceptible de prendre. Mais avec une autre dimension qui est importante, c'est que dans la finance traditionnelle, j'ai une distinction qui est faite entre le dépôt des fonds et la personne qui les manipule. Et c'est d'ailleurs ça qui a manqué dans l'affaire FTX, et c'est probablement aussi des orientations qu'on peut donner aux régulateurs. C'est de lui dire, la nature humaine est faite de telle façon que si j'ai accès à des fonds, il est quelquefois tentant de pouvoir les détourner. Et en fait, dans la finance traditionnelle, j'ai des dépositaires, et j'ai des gestionnaires, et il y a un China's Wall entre les deux, et le gestionnaire n'a pas accès au compte des dépositaires. Et ça, c'est quelque chose qui manque probablement à l'univers de la crypto, c'est cette notion de compte séquestre, de gestion pour compte de tiers, et du fait qu'on scinde ces deux activités-là. Est-ce que ce ne serait pas une façon extrêmement facile, en rejoignant des codes que tout le monde connaît dans la finance traditionnelle, d'aller séparer ces deux activités? Alors, moi, je te laisserai rebondir, mais ma vision de terrain de ce que tu décris, c'est que c'est une réalité, on en a conscience. Pourquoi aujourd'hui c'est comme ça? Parce que la genèse de l'écosystème fait que aujourd'hui un acteur est capable de faire les deux, mais on commence déjà à avoir les prémices d'une espèce de ségrégation entre les deux, parce qu'on a de plus en plus un écosystème qui se professionnalise, qui se structure, et donc on a des acteurs qui deviennent de plus en plus précis et spécialisés sur la partie que se dit, d'autres qui vont être de plus en plus spécialisés sur la partie gestionnaire. Et l'arrivée aussi de la finance traditionnelle dans notre écosystème amène ces bonnes pratiques. Et il y a en plus une dimension supplémentaire dans notre industrie qui n'existe pas dans l'industrie financière traditionnelle, c'est la capacité en fait à conserver ses propres fonds. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a tous un coffre-fort à la maison. Non, mais aujourd'hui, on peut exercer sur certains produits et faire certaines manipulations en gardant la main sur ces clés. Donc, on peut aussi tendre dans ces directions-là. Donc, des solutions, il en existe, certaines plus simples que d'autres. La réalité, c'est qu'il faut réussir à mettre en place un calendrier qui soit aussi adapté à la réalité du terrain. Et l'amendement-là ne répond pas à ces... Oui, en fait, c'est exactement ça. Après, il y a une dimension technique, il y a une dimension organisationnelle, il y a une dimension temporelle. On s'aperçoit qu'en fait, on veut faire trop vite et que finalement, on va encore une fois se tirer une balle dans le pied. C'est possible. Mélodie, où est-ce qu'on retrouve l'accès aux travaux de la DAN? Sur le site de la DAN, adan.eu, et sur nos réseaux sociaux, évidemment, LinkedIn, Twitter. Nous postons régulièrement dès que l'on fait une publication avec justement beaucoup de pédagogie à la fois sur les technologies elles-mêmes, mais aussi sur les débats réglementaires qu'il peut y avoir. Donc voilà. Bon. Et donc là, on a parlé aussi d'un sujet particulier qui touche la partie investissement, mais globalement, le rôle de la DAN est plus large et va jouer sur tous les terrains qui sont en lien avec la blockchain et les cryptos. Donc, il peut y avoir d'autres sujets qui ne concernent pas forcément l'investissement. Donc, on est amené à se revoir. Tout à fait, avec grand plaisir. Merci beaucoup, Mélodie, pour ton intervention du jour. Merci, Thibaut, également, pour toutes ces précisions. Et je comprends extrêmement bien pourquoi ce sujet vous tient à cœur. Et j'espère que vos voix porteront pour ce vote du 24 janvier. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas et un commentaire dans le fil de commentaires. Et puis, si vous avez des personnalités de l'écosystème que vous aimeriez nous voir inviter, ou des thèmes que vous aimeriez nous voir aborder, évidemment, n'hésitez pas à nous en faire part. Encore une fois, bonne année à tous. On se retrouve la semaine prochaine et on va parler gamification avec le PMU. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.